Bonsoir à tous, jeudi 14 novembre, bienvenue dans le journal de TV78, 26 minutes d'information locale. Tout de suite, les titres de cette édition. C'est un projet unique au monde. L'Institut de santé Parasport Connecté devrait voir le jour à Saint-Quentin en Yvelines en vue des JO 2024. Un lieu dédié à l'accompagnement des personnes handicapées dans la pratique du sport. Nous recevons l'initiateur de ce projet, le professeur François Genet. Reportage au sein du conseil municipal des jeunes, celui de Montigny-le-Bretonneux. Hier, les 18 élus tenaient leur dernière séance plénière de leur mandat de 2 ans. Ils dressent le bilan de cette expérience citoyenne. Et puis cette exposition se tient à la Commanderie à l'occasion de la semaine des écrivains persécutés. Au travers de ses dessins, le Syrien Naja Al-Boukaï témoigne de l'horreur vécue lors de son emprisonnement à Damas. C'est à voir jusqu'à dimanche. Et nous vous parlerons aussi de ce spectacle, l'histoire de nos histoires création théâtre danse-hip-hop associant des personnes en fauteuil roulant. Une représentation est prévue demain à Magny-les-Hameaux. On va du côté de Montigny-le-Bretonneux tout de suite dans ce journal. Après 2 ans de mandat pour le conseil municipal des jeunes, il tenait hier soir sa dernière séance plénière, l'occasion de faire un bilan et aussi de susciter, pourquoi pas, de nouvelles vocations pour les prochaines élections. Le reportage de Marilène Pichino. Dernière séance plénière pour les 18 membres du conseil municipal des jeunes de Montigny-le-Bretonneux. Après 2 ans de mandat, ils dressent leur bilan de cette expérience citoyenne. On a mené l'Uniday, le tournoi de Toupie Bleu Bled, le rallye citoyen et on a fait toutes les commémorations du 11 novembre et du 8 mai. Un mandat qui lui a donné le goût de l'engagement, Ilan ne se représentera pas mais il compte bien intégrer un collectif de jeunes défenseurs du climat. Pour leur vie future, c'est ce qu'on disait, c'est très enrichissant et ça crée en fait une ville où chacun peut s'impliquer à sa mesure sur différents sujets et c'est plus passionnant. Le CMJ existe depuis 30 ans à Montigny-le-Bretonneux. Mener à bout des projets et s'impliquer dans la vie locale et citoyenne, c'est aussi un moyen de prendre confiance en soi et grandir entre jeunes encadrés par une coordinatrice. J'ai appris déjà à m'affirmer parce qu'avant j'étais assez timide. J'ai pu partager mes idées avec les autres sans avoir spécialement à être coupée. On a tous pu s'entendre vraiment. Ce sont 2 années qui ont été pleines de joie, pleines de bonheur, pleines d'apprentissage et ce sont 2 années qui m'ont beaucoup plu. Manon compte bien renouveler l'expérience et présentera sa candidature pour un prochain mandat. Ouvert à tous les jeunes du CM2 à la seconde, vous avez jusqu'au 25 novembre pour remplir votre dossier et le rapporter en mairie ou au pôle jeunesse. À vous ensuite de convaincre durant votre campagne avant les élections qui se dérouleront dans les établissements scolaires de la ville du 9 au 13 décembre. Dans l'actualité, la mobilisation aujourd'hui du personnel hospitalier, grève pour dénoncer notamment le manque d'effectifs et de moyens dans les hôpitaux. De nombreux professionnels de santé des Yvelines étaient dans le mouvement. Aujourd'hui, ont participé à ce mouvement qui a perturbé le fonctionnement des établissements de santé. Ça a été le cas notamment à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain, Mantes-la-Jolie et aussi au centre hospitalier André Mignot à Versailles. Une mobilisation s'est tenue dans le hall d'accueil. Les participants se sont allongés par terre et ont dénoncé, je cite, la mort de l'hôpital public. Une nouvelle action est prévue pour la journée du 21 novembre. Un événement pour la lutte contre le cancer justement au profit du centre hospitalier de Versailles. Le premier cyclo-cancer francilien a permis de récolter 3 560 €. Le chèque a été remis au service pédiatrique de l'hôpital André Mignot. L'argent servira à améliorer le quotidien des enfants soignés au sein de cette unité. Le cyclo-cancer s'était tenu pour rappel le 13 octobre dernier et c'était à Maurepas. Un projet novateur qui pourrait voir le jour à Saint-Quentin en Yvelines, l'Institut de santé Parasport Connecté, 10 000 mètres carrés pour accompagner les personnes en situation de handicap dans la pratique du sport tout au long de leur vie. Avec nous en plateau, l'initiateur de ce projet, c'est le professeur François Genet. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes médecin spécialisé dans la médecine physique et de réadaptation à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. C'est un projet qui pourrait voir le jour en 2024 à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Pourquoi imaginer ce projet ? Écoutez, l'espérance de vie des personnes en situation de handicap ne fait qu'augmenter, la qualité de vie également, et on s'est rendu compte que l'activité physique et le sport, qui est le premier rempart contre la maladie chronique et contre la récidive, était très important et à structurer, et surtout n'existait pas aujourd'hui ni sur notre région, ni dans notre pays, ni d'ailleurs à l'échelle internationale. C'est comment structurer
le sport, le handicap et organiser tout ça autour d'une prise en charge de très haut niveau. Donc c'est un type de structure aujourd'hui qui n'existe pas, ce serait unique de voir ce type de structure? Tout à fait. Aujourd'hui, les évaluations qu'on a faites dans le monde entier ne nous permettent pas aujourd'hui de retrouver une structure qui aurait ce niveau d'évaluation et surtout utiliser les compétences du plateau de Saclay, notamment en termes d'évaluation numérique et de toutes ces technologies. Alors, ce chiffre, 49% des personnes en situation de handicap suite à un accident disent avoir arrêté le sport. Sans accompagnement, aujourd'hui, c'est difficile de s'y remettre à cette pratique sportive? Oui, nos évaluations nous ont permis de mesurer que faire du sport quand on est en situation de handicap, c'est compliqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que la médecine est souvent un frein, le certificat d'aptitude. Comment autoriser quelqu'un déjà blessé à pouvoir faire une activité sportive avec des risques qu'il faut mesurer. Et le deuxième frein, c'est le maillage territorial, c'est où pratiquer. Le troisième frein, c'est le caractère inclusif, c'est-à-dire exposer son corps à la pratique sportive avec d'autres personnes qui n'ont pas ces handicaps et parfois un peu compliqués en termes d'image corporelle. Et pourquoi justement cette pratique sportive est primordiale, est importante dans la reconstruction psychologique? Bien, le sport est l'un des vecteurs qui permettent à ces patients de pouvoir retrouver de nouveaux objectifs, de trouver de nouveaux plaisirs essentiellement, et également de se réapproprier un nouveau corps, d'aimer à nouveau son corps et se permettre de fait d'avoir un meilleur suivi et de vivre plus longtemps dans de meilleures conditions. Alors si on revient sur l'Institut, donc 10 000 mètres carrés implantés à 50 en Yvelines, comment ça va fonctionner concrètement? Alors l'idée, c'est d'exploiter la référence nationale de recherche sur l'intelligence artificielle et le numérique sur notre site, d'y ajouter les compétences de notre université Versailles Saint-Quentin en Yvelines et surtout l'UFR Simone Veil Santé dans le cadre du Paris-Saclay. Ça, l'idée, c'est d'allier santé, formation, recherche sur un même... Exactement. L'idée, c'est exactement ça. C'est de faire un pôle santé de référence nationale en y associant la recherche et la formation autour du parasport. Est-ce qu'un lieu a déjà été identifié, justement, à 50 ans en Yvelines? Vous imaginez qu'on a déjà des discussions très rapprochées avec la communauté d'agglomération et notamment son président pour déterminer différents secteurs. Nous avons aujourd'hui plusieurs options et nous sommes en train de discuter avec l'agglomération pour pouvoir déterminer un secteur. Vous avez le feu vert de l'agglomération aujourd'hui? L'agglomération nous donne un soutien très bienveillant, nous aide à la construction de ce projet de manière très active. Aujourd'hui, en fonction des différents acteurs, on est sur un projet hybride. Il faut qu'on détermine le secteur géographique qui est prédéterminé mais qui pour l'instant n'est pas encore complètement validé. Et pourquoi l'imaginer, en tout cas ce projet, ici à 50 ans en Yvelines? Mettre sur place à la fois les compétences d'une université et d'un hôpital sur le handicap, d'y mettre à la fois les compétences numériques et technologiques, et enfin, on est un site olympique, et de pouvoir montrer à la France, à l'ouverture des Jeux paralympiques, ce qu'est capable de faire ce pays pour le sport et le handicap est une ambition qui nous paraît légitime et qui ne peut être qu'à cet endroit finalement. Oui, toutes les conditions pourraient être réunies ici. Vous l'avez dit, site olympique avec de nombreuses épreuves qui seront organisées sur le territoire de Saint-Quentin. Du coup, où en est le projet? Quel est le calendrier, en tout cas, que vous avez imaginé? Écoutez, aujourd'hui, on a une discussion qui est au plus haut niveau de l'État. Nous avons une réunion avec tous les ministères impliqués, la région, l'assistance publique hôpitaux de Paris, l'université et le comité d'agglomération pour déterminer un go-no-go qui devrait arriver dès début décembre et on est très optimiste pour l'instant. C'est un projet qui pourrait voir le jour. Pour qu'il voie le jour, il faut qu'il ait le soutien de tous les niveaux, l'État, la région, le département et l'agglomération. Exactement. Il n'est pas possible de monter un projet de cette dimension-là sans avoir l'assentiment et le soutien de l'ensemble de ces forces qui, aujourd'hui, regardent notre projet avec beaucoup d'intérêt et nous soutiennent. Et le coût d'un tel projet, est-ce qu'on arrive à l'estimer aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Alors, ce ne sont encore que des évaluations qui sont faites par des sociétés conseils. Sur le projet en lui-même, on est autour de 40 millions d'euros, quoi. Merci professeur Genet d'être venu en parler en plateau à cet institut de santé parasport connecté qui pourrait donc voir le jour à Saint-Quentin en Yvelines. On suivra avec attention en tout cas l'évolution de ce projet. À suivre dans un instant un autre projet, cette fois-ci culturel, qui associe justement des personnes en situation de handicap. Merci pour votre passage en plateau. Rapprocher les jeunes et la police au travers d'activités sportives et ludiques. L'objectif du dispositif Proxred Aventure, il faisait étape le week-end dernier à Plaisir, une journée citoyenne et sportive qui nous est présentée par Aurélie Ronze et Mickaël Elmidoro.
Créé par un ancien fonctionnaire de police du RAID, Prox Raid Aventure sillonne le territoire français avec un seul but, rapprocher les jeunes, la population et la police. Pour cela, une dizaine de stands permettaient de tester plusieurs activités au Palais des Sports de plaisir. C'est bien parce qu'on apprend à se défendre si on se fait agresser dans la rue. Il y a quand même des jeunes qui pensaient qu'on n'était pas des vrais policiers. Et le fait qu'on ait fait du sol avec eux, ils se sont dit « Ah oui, on a joué avec la police ». Enfin, ça a créé des liens parce que du coup, ils sont contents. Self-défense, laser game, boxe, secourisme ou encore technique d'interpellation. En proposant ces activités ludiques, les policiers venus bénévolement sur leur temps libre espèrent changer leur image auprès du public. On a toujours un peu des questions drôles par rapport à l'usage de l'armement. On leur explique la réalité du terrain en fait. On est là pour casser un peu les stéréotypes qu'ils peuvent voir dans les différentes séries policières, soit américaines ou même parfois françaises. Aujourd'hui, les jeunes n'y respectent plus la police et au contraire, ça renoue le lien, on va dire. On les voit plus comme les méchants et qui sont là que pour arrêter, ils sont comme nous, quoi. Chaque année, ce dispositif s'arrête dans près de 70 villes, notamment celles où se trouvent des quartiers considérés comme sensibles. C'est une bonne idée avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps là, avec les attaques du Valier-Boux. Ça sensibilise un peu le public. C'est la première fois que Prox Raid Aventure faisait étape à Plaisir, une opération qui a vocation à se renouveler. Ils sont 87 sites reconnus aujourd'hui patrimoine d'intérêt régional par l'Île-de-France, un label pour préserver ces sites non protégés. Et depuis le mois de septembre, 50 ans en Yvelines en compte 3. La perspective de Marta Pan, Meta de Nissim Mercado et la porte de Paris de Piotr Kowalski. Les précisions de Mélanie Poquet. Elle vous fait entrer dans Saint-Quentin en Yvelines depuis les années 90. La porte de Paris de Piotr Kowalski, toute proche du Vélodrome, est depuis le mois de septembre labellisée patrimoine d'intérêt régional. Nous sommes à proximité de l'autoroute A16 et donc l'idée des urbanistes à l'époque, plutôt que d'avoir une simple bretelle d'autoroute qui pénètre dans la ville nouvelle, l'idée était d'avoir une véritable entrée de ville marquée comme il se doit avec cette arche monumentale autour d'un rond-point qui permet de distribuer les différentes routes d'accès et notamment l'axe qui se dirige tout droit vers la place Pompidou. Comme la porte de Paris, 2 autres œuvres ont obtenu ce label lancé par la région en 2017. 3 œuvres qui ont un point commun, la monumentalité. C'est à la fois un label, comme je disais, de reconnaissance et qui montre que cet art public appartient au patrimoine à part entière. Il n'y a pas de... En fait, finalement, il n'y a pas de petit et de grand patrimoine. Et c'est aussi un label qui permet de mettre l'accent sur cette particularité des villes nouvelles, de l'art public au sein des villes nouvelles, qui est quand même une des caractéristiques assez fortes. 2 de ces œuvres se parlent avec un fil conducteur. La Bièvre, Meta de Nissim Mercado, marque les débuts du canal urbain, une œuvre de 92 qui appelle celle de Marta Pan à Guyancourt. La perspective qui est une œuvre de transition entre la ville et la campagne. Et l'idée en fait des aménageurs à l'époque, de l'établissement public d'aménagement, était de concevoir ce circuit d'eau en l'accompagnant d'œuvres d'art. On a mis en place ce qu'on appelle une étude préalable autour de la perspective de Marta Pan pour en étudier la restauration future. Le label permet une aide en investissement pour la restauration et de fonctionnement pour sa valorisation. Saint-Quentin en Yvelines possède 40 œuvres d'art urbain. L'agglomération réfléchit à mettre en avant les œuvres du pôle Elancourt-Morpa. Des personnes en fauteuil roulant sur scène au contact de comédiens amateurs et professionnels et d'une compagnie de danse hip-hop. L'histoire de nos histoires continue son chemin. Demain, la création sera jouée à la Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux, mise en scène d'Étienne Guichard, chorégraphie signée Ifradia. Et on en parle avec vous, Jean Djemad. Bonsoir. Bonsoir. Cofondateur de la compagnie Black Blamber. Elle a rejoint ce projet de l'association Vivre Debout qui soutient les personnes en situation de handicap. Et aussi, dans ce projet, il y a l'association du Théâtre de Sable. Ce spectacle, on peut le dire, il est né avant tout de rencontres. Oui, alors
il est né surtout d'une nécessité, c'était Vivre debout qui voulait fêter ses 40 ans. Nous étions au mois d'août 2014 et là ils ont fait un peu le tour des artistes disponibles pour savoir comment organiser une petite fête au réfectoire de l'école des Friches. Et donc j'ai fait partie des gens qui ont été contactés. Là-dessus j'ai fait un peu le tour. Mois d'août, tout le monde n'était pas là. Bref, Étienne est arrivé tout de suite avec son grand cœur. Il y a aussi Paul Bringel, un éclairagiste, un créateur lumière que tout le monde connaît bien ici. Et tous les trois, on a fait une sorte de popote pour ce jour d'octobre de leur anniversaire. Et cette popote, c'est une véritable histoire, une belle histoire entre nous qu'on n'a pas voulu arrêter, qu'on n'a même pas su, qu'on ne voulait pas arrêter. Voilà. C'était une évidence pour les B3, la compagnie pionnière de la danse hip-hop en France, de venir sur ce projet. Parce que la nature même de notre démarche, c'est une démarche qui part d'habitants qui racontent leur histoire, qui s'approprient des moyens artistiques et qui, avec ça, développent une esthétique, un langage, quelque chose qui leur permet de raconter leur propre histoire. Et ça, c'est le point commun avec ce spectacle Histoire de nos histoires, ce processus qui s'appelle prise en compte, CONTES. Je vous laisse saisir le jeu de mots. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tout à fait le projet qui est à l'inverse des démarches classiques institutionnelles, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas projeté depuis l'institution, mais c'est quelque chose qui arrive comme une nécessité, la nécessité que les gens ont de se retrouver entre eux et de se faire leurs propres histoires. Je pense que le fond de l'histoire, c'est ça. Et sur ce projet, en tout cas pour les Black Blambers, c'est les B3 juniors qui ont été impliqués. C'est les juniors, naturellement. De toute façon, l'équipe historique aujourd'hui est relativement... Bon, voilà, on est en train de passer à autre chose. Christine a un duo qui sortira peut-être en 2020, après les élections, quand les choses seront un tout petit peu tassées. Christine Coudin. Absolument. Christine Coudin, donc, qui est la chorégraphe des Black Blambers et cofondatrice avec moi, parce que bon, j'ai vu son travail et je pense que ça mérite d'être vu. Mais le sujet ce soir, c'est que, voilà, c'est la 3e fois qu'on présente Histoire de nos histoires. Et il faut venir le voir. Alors, je rectifie, c'est pas 10 personnes en fauteuil. Il y en a là dans le spectacle 4 autour de nous. Il y en a 10 personnes en fauteuil, mais voilà. Voilà. Parce qu'une autre particularité, c'est que les gens sont venus là en leur qualité d'habitants. Oui. Avec une singularité pour certains en fauteuil, d'autres qui sont debout. Mais vous savez, au bout du bout, le fauteuil, des fois, on l'a dans la tête. Donc, quelque part, face à un plateau, tous ces amateurs... Ça mêle amateurs et professionnels. Voilà, mais face au plateau, tout le monde est amateur. Hein. Donc voilà, et effectivement, ce sont des sacrés personnages, quoi. Et c'est 3 ans de travail, 3 ans et demi de travail. C'est 3 ans de processus, 6 mois d'observation, d'atelier, et voilà déjà maintenant 1 an que ce spectacle existe et qu'il s'affine. J'espère qu'on pourra le présenter à nouveau. Notamment, il y a un festival qui s'appelle Orphée, qui est consacré aux formes d'expression liées au handicap. Donc voilà. Mais rendez-vous demain à 20h30, donc à la Maison de l'Environnement. Parce que bon, à chaque spectacle, on s'améliore. Alors donc ça c'est pour demain, la prochaine représentation à la Maison de l'Environnement. Si on fait le bilan, alors on n'en est pas encore à la fin de ce projet, mais si on fait le bilan côté B3, qu'est-ce que ça a apporté justement à la compagnie de participer à partir du moment où on sort des sentiers battus, qu'on est obligé de se poser la question de la manière dont les autres comprennent ce qu'on raconte et la manière dont on comprend ce qu'ils nous disent, que ce soit dans un processus de spectacle ou autrement, ça force la capacité à mieux vivre ensemble. L'intérêt du spectacle, c'est qu'il y a en plus un enjeu, il y a un espace comme ça qui refabrique du désir, de la stimulation. Donc ça, c'est un plus. À partir de là, pour les danseurs, c'est extraordinaire, ça force leur écoute, ça les oblige à réfléchir autrement que quand ils sont entre professionnels du même grade. C'est évident. L'objectif, c'est que de continuer à jouer ce spectacle, peut-être monter aussi d'autres projets, pourquoi pas, à l'avenir ? Bien sûr, parce que le spectacle, sa valeur, c'est pas de se rentabiliser, de fabriquer. Tant qu'à faire, autant le vendre correctement. Ce sera mieux. Mais l'important, c'est surtout que c'est un endroit où on se retrouve et où on étaye, où on enrichit nos relations. Et ces relations, elles reviennent dans les quartiers, parce que c'est quelque chose qui est une émanation des quartiers. Donc il y a là une sorte de cercle vertueux qui met au premier plan l'histoire des gens eux-mêmes. Et moi, je pense que c'est vraiment notre combat dans Black Blamber, comme dans ce projet mené par Étienne Guichard et Yves Froidia.
L'histoire de nos histoires à voir demain à la Maison de l'Environnement à Manille-les-Hameaux, c'est à 20h30. Infos et réservations via les liens qui s'affichent en bas de l'écran. Merci Jean Djemad. Je te remercie infiniment. En plateau. Depuis 9 ans, les itinéraires poétiques de Saint-Quentin en Yvelines organisent la semaine des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés. Plusieurs animations au programme, notamment cette exposition, celle de Naja Al-Boukaï. L'artiste syrien montre ses dessins poignants sur l'emprisonnement à la commanderie d'Elancourt. Découverte de cette exposition avec Manon Varaldo et Patrick Jacques de Dixmude. Dessiner pour ne pas oublier, c'est ce que fait Naja Al-Boukaï, professeur de dessin dans une université syrienne. Il n'est ni djihadiste ni membre de rébellion, mais suite à une dénonciation à partir de 2012, il a été fiché et enfermé pour avoir participé à des manifestations. Il se retrouve emprisonné à Damas, au centre 227, géré par les services de renseignement militaire. Naja Al-Boukaï a été frappé, torturé, humilié. Il a vécu là des horreurs, des abominations. Il en est sorti, il s'en est échappé. Il a réussi à se réfugier en France et accueilli, aidé par l'ambassade de France. Et ici, il a mis des images sur ce qu'il a vécu. À travers ses dessins, il raconte l'horreur qu'il a vécue. Il survit aux côtés de plusieurs codétenus dont certains agonisaient pendant des jours sous ses yeux. Ils sont décédés de maladies, de tortures ou encore d'étranglements perpétrés à main nue. Les survivants débarrassaient eux-mêmes les corps, conduits ensuite dans des fosses communes. Les corps suspendus et les coups de bâton donnés à ces personnes qui, pour la plupart, sont là parce qu'elles ont voulu exprimer un besoin de liberté qu'on leur a empêché de donner, de partager. Et donc, voilà, c'est toute cette violence-là qui existe et qu'on voudrait bien abolir. Et on sait que ça ne va pas en s'arrangeant. Exilé en France, Naja Al-Boukaï témoigne au travers de ses dessins et gravures les atrocités qu'il a subies. Car à 4000 km de là, la guerre continue et certains prisonniers n'ont pas échappé à la barbarie. Une exposition à voir à la commanderie jusqu'à dimanche. L'entrée est libre. Naja Al-Boukaï qui sera l'invité demain soir de la 9e soirée des écrivains persécutés. Seront présents également le journaliste congolais Guy Fortuné Dombé Bemba, le bédéiste Papa Divin ou encore le poète soudanais Mohamed Nourouana. C'est à la commanderie à Elancourt à partir de 20h. Et puis une page musicale, le 4e tremplin Fête des groupes s'est déroulé le week-end dernier. C'était à la Meurize à Trappes. 7 groupes yvelinois sur scène devant un jury de professionnels. Mickaël Elmidoro. Une bataille musicale à la Meurize. Ce samedi 9 novembre, 7 groupes du bassin yvelinois, compositeurs et interprètes, se sont produits sur scène pour cette 4e édition du tremplin Fête des groupes. À la Meurize, ça représente peut-être un tremplin ou peut-être en tout cas déjà toucher des gens, principalement. En plus, il y a plein de groupes locaux et c'est ça qui est intéressant, de pouvoir rencontrer aussi des musiciens du département, quoi. Il y a des beaux concerts, il y a un beau jury. C'est l'opportunité de jouer dans des conditions professionnelles et encore une fois dans un ancrage local. C'est à côté de chez nous et on est très content d'être là. C'est une étape importante pour nous. Les 7 groupes présents ont été sélectionnés sur plusieurs mois. Chaque groupe candidate, déjà dans les critères, il faut que ça soit des compositions. Si c'est des reprises, on ne prend pas les groupes. Ensuite, deuxièmement, il faut vraiment qu'ils soient du bassin. Avec le jury, on fait une première écoute, voilà, et de là, on sélectionne entre 7 et 8 groupes. Et ensuite, ils passent devant nous sur scène, dans des conditions réelles. Et à partir de ce moment-là, il y a un vote à la fois du public, mais également du jury. Le jury, composé de professionnels du son, de directeurs de salle et d'élus, accorde 20 minutes sur scène et pas une seconde de plus. Le jury vote sur à la fois la présence scénique, la musicalité, le texte, la technicité. Et là, on finit avec une note à 20, donc une note de 1 à 5 pour chacun de ces paramètres. Et on finit avec une note sur 20. Après délibération, cette année, le gagnant du tremplin est finalement Tiek du rap venant de Trappes. Pas besoin de ton plan, je suis pas ton ami, je fais pas la fête, je fête pas mon anniv, j'ai un gros plat de djeb, aromagé. Le groupe remporte un passage sur la scène de la Meurize en première partie d'un spectacle. Pour les entendre, il faudra patienter jusqu'à la prochaine saison culturelle 2020-2021.
Avant de vous laisser, Mélanie Poquet, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78, pas de sélection d'idées de sortie ce soir comme c'est à l'habitude pour le journal du jeudi, mais pas de panique. On vous retrouve dans quelques instants dans l'émission 7-8 Loisirs. Vous allez nous parler de quoi ce soir? Il va y avoir plusieurs rendez-vous comme chaque semaine et dans le premier, on parlera de vitesse. Universal Circuit à Maurepas est passé à l'électrique. Alors 22 cartes vous attendent sur la piste. Michael Elmidoro, notre journaliste sportif, lui a testé les nouveaux bolides et la piste. Mais il y aura aussi pour les passionnés de cyclisme ou les curieux, il faudra aller au Vélodrome National puisque le site accueille ce week-end la 2e édition du Gala Star en piste. Des animations sont programmées en présence de professionnels de la piste et de la route. Et on parlera aussi un peu de cinéma, de jeux et de bien-être. Le 7-8 Loisirs à retrouver donc dans quelques instants avec vous, Mélanie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vendredi, place au 7-8 l'hebdo pour revenir sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. Quant à nous, on se retrouve dès lundi pour une nouvelle édition du journal d'information locale. Belle soirée sur TV78.